Salut à tous et bienvenue sur Valépl Lorcan FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très bien, enfin un petit peu moins bien que d'habitude, vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis désolé mais je suis malade, ça fait une semaine que je suis malade en plein été, RIP, mais ça ne m'empêche pas de vous faire de délicieuses petites vidéos Lorcana, comme avec celle d'aujourd'hui. Vous nous l'avez pas mal demandé pour les préconstruits, etc. Est-ce qu'on peut vous faire une vidéo sur les préconstruits, upgrade un petit peu des decks de base, et c'est chose faite aujourd'hui, puisque je vous propose les deux decks préconstruits, donc je vais vous montrer les listes et vous dire un petit peu ce que j'en pense de base, puis je vous propose deux améliorations pour chaque deck. La première, c'est une amélioration uniquement avec le chapitre 5, donc qui est limité, mais qui vous permet, si jamais vous commencez le jeu, ou simplement si vous voulez pas utiliser des anciennes cartes, juste créer un truc chapitre 5, de récupérer seulement des cartes du chapitre 5 pour les faire. Deuxièmement, je vous proposerai une amélioration avec toutes les cartes du jeu au moment où je tourne la vidéo, donc jusqu'au 7.5, à partir du chapitre du 7.1, pardon, qui du coup sera pas forcément beaucoup plus coûteuse, parce que j'ai gardé en tête que il faut garder une essence un peu de budget dans ces decks là, dans ces decks préconstruits. Mais voilà, par contre, ce sera peut-être un peu plus dur de récupérer les cartes. Il faudra forcément passer par internet, parce que comme je vais chercher un peu à droite à gauche de tous les sets les cartes pour l'amélioration finale, on va dire, c'est un petit peu plus compliqué à assembler. Avant de commencer cette vidéo, vous mettez le petit pouce bleu, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, parce que ça fait plaisir. Et vous pouvez partager dans l'espace commentaire, aussi me dire ce que vous pensez de cette vidéo, de ces decks, etc. Et si vous avez des vidéos, envie d'avoir certaines vidéos, n'hésitez pas à le dire, parce que regardez, plusieurs personnes demandaient les decks préconstruits, les upgrades, bam, la vidéo arrive, donc n'hésitez pas à demander une petite vidéo. Ça ne veut pas dire qu'elle va forcément arriver, mais au moins ça nous indique un petit peu ce que vous souhaitez voir comme contenu. Ceci étant dit, petit disclaimer avant de vous proposer les decklists. Bon là c'est le decklist de base que vous voyez. Enfin deux disclaimers. Premier, les prix. Je me suis basé sur les prix que je connais à peu près. Ne regardez pas les prix qui sont affichés là. Là c'est le deck de base préconstruit. Ils disent qu'il vaut 80 $. Faux. Le deck préconstruit c'est 20 € à acheter, et si vous achetez les cartes à l'unité sans compter les frais de port, vous en aurez pour généralement 12-13 € à peu près de cartes, pas beaucoup plus. Donc voilà, ne regardez pas les prix, ça n'a pas trop de sens. Il y en a des fois des prix qui sont corrects, d'autres qui n'ont aucun sens, comme ici. Deuxième chose, je vous propose des améliorations de ces decks préconstruits, donc chapitre 5 et tous les chapitres mélangés. C'est pas pour faire des tournois, avoir des decks très compétitifs, etc. C'est plutôt pour ceux qui commencent ou qui veulent s'acheter les préconstruits comme à chaque extension, et qui voudraient les améliorer pour en tirer un peu plus de jus, un peu plus de saveur dans leur partie, notamment pour jouer entre copains, un peu en mode casual, en famille, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. C'est le but de ces améliorations, et c'est pour ça que je vous propose plutôt l'amélioration en utilisant que le chapitre concerné. Si vous utilisez l'amélioration avec tous les chapitres, le deck sera évidemment bien meilleur, mais on perd peut-être un petit peu l'essence du deck. C'est difficile de garder l'essence des decks préconstruits, et en plus de ça, voilà, ça coûtera peut-être un peu plus de sous, alors que vous ne gagnerez pas forcément de tournoi avec ça, voire même vous ne gagnerez pas de match en tournoi avec ces decks-là. C'est simplement des decks fonctionnels qui ont un but. Regardez ma vidéo deck building si vous ne l'avez pas vu. Je reprends un petit peu en fait tout ce que j'ai dit dans ma vidéo deck building pour faire ces améliorations là. Enfin, je les ai repris déjà. J'ai déjà créé les decks évidemment au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, c'était important pour moi de faire ce disclaimer. Ne pensez pas qu'en améliorant des préconstruits, on va aller bagarrer, gagner des tournois. C'est pas du tout le cas, et justement, on va le voir avec cette première decklist. Préconstruit ciel 1. Donc je vous mets évidemment tous les liens en description. Les decklists de base, les decklists améliorés, chapitre 5, et decklists améliorés tout court, avec tous les chapitres. On a un deck avec énormément de personnages. Bon, ça c'est pas forcément une mauvaise chose, mais déjà première chose à dire, c'est les x2, x3 là. Il y a quasiment aucune carte en 4 exemplaires, c'est des x2, x3. Alors vous pouvez évidemment acheter 2 préconstruits pour combler les ratios. Ça vous fera déjà un meilleur deck. Par exemple là vous voyez que cette 4-4 sans effet c'est moins bien que cette 3-3 qui alterne. Donc quand vous en achetez 2 fois le même préconstruit, vous pouvez enlever 2 Rancy, pardon, Flux Garbutter, et mettre 2 Tafita Cambrelé à la place. Vous pouvez assez facilement faire ça en achetant 2 decks préconstruits. Vous enlevez les cartes qui vous paraissent pas bien, et vous doublez les cartes qui vous paraissent bien. Enfin vous faites x4 du coup en tout. Donc ouais, ça c'est pas très bien, le fait qu'il y ait plein de cartes en 2-3 exemplaires. Ça va faire des parties très différentes souvent, ce qui peut être une bonne chose quand on veut une expérience plus casual du jeu, mais en général vous voulez que votre deck fasse le plus souvent la même chose, parce que ce qu'il veut faire c'est gagner, et donc s'il fait plus souvent les mêmes choses, il gagne plus souvent. Ce deck il contient beaucoup de cartes qui ont peu d'effets au final. Ça a été le deck le plus compliqué à améliorer, parce qu'en vrai il n'y a pas vraiment de thème. Il y a beaucoup de cartes Racer, pardon, avec Tafita Mouton Fudge, Tafita Crème Brûlée qui est la même, je crois. Il me semble qu'il n'y a pas le même nom de famille, bref,
peut-être qu'il y en a une qui a été traduite et pas l'autre. Ouais, effectivement. En français, c'est crème brûlée. Qui demande d'utiliser des lieux, par exemple. Tafita crème brûlée, voilà, qui est ici. Mais dans le deck, on a que 2 lieux. Donc, un peu chelou. Et même pas les lieux racer. Donc, c'est un peu étrange. On a d'autres racers, voilà, par-ci par-là, comme Rancy, comme Vanellope. Mais pas de thématique spéciale à utiliser. On a un Tourin assez agressif avec Simba, mais qui est non ancrable. Ça, c'est pas ouf. Pour le coup. On a des tours 2 qui font la même chose, donc Tafita et Maléfique qui sont des 2-2 pour 2, qui leur pour 2. On a une Daisy 2 qui est évasive, qui se balade. On a un Turbo qui est encore non ancrable. Il y a beaucoup de cartes non ancrables, il y en a 16 de base dans le pack. On a un Turbo qui est une 2-3 rush pour 2, qui compte comme étant King Candy pour shift, mais il n'y a pas de quoi shift avec lui. Donc de toute façon, c'est une ligne de texte qui ne sert à rien dans ce deck. Franchement, celui-là, je le trouve assez mauvais comme deck de base si vous ne l'améliorez pas, parce qu'il n'a pas trop de sens en fait. Il y a plein de cartes mélangées. Vous avez 3 Anna qui sont non ancrables, juste pour pouvoir shifter potentiellement une Anna, mais il n'y en a qu'une dans le deck. Le meilleur truc à faire dans ce deck, c'est jouer Archimède pour 3, 2-2 insaisissables que vous allez shifter. Mais en fait, il coûte 3 déjà de base, puis ça s'appelait 3 à shifter, donc même ça, c'est pas extraordinaire pour le coup. Je vais pas vous passer en review toutes les cartes du deck parce que franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Dedans, c'est un peu melting pot, un peu bizarre. On a tantôt du rouge avec un thème un peu bagarre, on va dire. Enfin, genre, on va essayer de se battre sur le board et de faire des effets, comme voilà, quand il challenge un personnage, chaque adversaire par un point de lore avec ce Donald Duck. Et tantôt, une mécanique un peu engager les bêtes adverses avec des cartes comme Anna, par exemple. Avec le roi de cœur qui va laisser les bêtes engagées, avec Elsa qui va engager un personnage, avec Anna qui va tout engager, et avec Olaf, la cerise sur le gâteau, qui va coûter moins cher pour chaque personnage engagé adverse. Donc voilà, le but c'est un peu de jouer Anna dans Olaf, si on a beaucoup d'encre, mais bon ça coûte quand même cher, même si l'adversaire il a 4-5 personnages, votre Olaf il va coûter 5 ou 4 d'encre, même si vous engagez tout, donc c'est pas évident de jouer les deux dans le même tour, franchement, pas simple. Et si votre adversaire engage toutes ses bêtes, généralement ça pue. Hein. C'est soit que lui il est en train de perdre, soit qu'il est en train de bien vous donner. Niveau des sorts, pareil, je comprends pas trop tout ce qu'on a. Bon, Glimmer versus Glimmer, c'est pas dégueulasse, hein, ça permet de bannir un de nos personnages pour bannir un personnage adverse. Ça pour le coup c'est pas mal parce qu'on a des personnages nuls, donc on peut les enlever pour bannir les personnages forts adverses. Vanir Skipper sur un piocheur, ça a rien à dire. Ça fait piocher une carte, ça donne Challenger 2. Ça va donner un peu de sens à certaines de nos créatures qui sont pas ouf, mais très honnêtement, la carte est très, très dispensable. On a une rétrosphère qui permet de renvoyer une carte en main pour 3 en tout. Et on a une sword released qui fait gagner du lore si on a des personnages plus gros que l'adversaire. Mais regardez, avec les personnages qu'on a, ils sont tout petits, quoi. Donc je vois pas comment on va faire fonctionner cette seule sword dans le pack. Et ce lieu-là, pour le coup, il est intéressant. Quand un personnage est banni en tant qu'il est ici, on peut piocher une carte. Ça, c'est un lieu qui est assez fort, mais bon. Pas non plus super important, enfin de toute façon il y en a que 2, donc il a beau être fort, on va pas faire grand chose avec ça. Premier upgrade que je vais vous proposer pour ce deck, donc c'est en utilisant uniquement le chapitre 5, on a... Oh, j'ai cru que j'avais pris le même. On a squeezé les Simba qui étaient non ancrables pour mettre des Cogworths qui donnent rush quand il arrive en jeu, soit lui-même, donc ça permet d'aller trade une petite bête en face peut-être, soit à un autre personnage un peu plus tard dans la partie, ce qui peut être sympa. On fait deux créatures dans le même tour et c'est cool. On a gardé Tafita et l'autre petite Tafita parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de bons drop 2 quand tu te limites au chapitre 5, forcément c'est un peu plus dur, donc on a gardé les 2 Tafita pour justement pouvoir shifter la grande, seulement Alter 2, donc c'est assez fort un tour 2 d'avoir une 3-3 directement, et qui une fois par tour lorsqu'elle est déplacée sur un lieu nous fait gagner 2 éclats de l'or, ce qui fait qu'on va jouer 2 lieux, donc on a gardé les 2 lieux de base, la librairie parce qu'ils sont intéressants, et on a aussi l'autre lieu que j'ai rajouté du chapitre 5, la fête de Ratigan pour 2, qui a 7 points de vie, qui coûte 1 pour mettre les personnages dessus, et tant qu'on a des personnages endommagés ici, ce lieu gagne plus 2 de l'or, donc ça peut nous permettre peut-être de gagner quelques petits points de l'or par-ci par-là. Donc dans les tours 2 on a Maléfique et Tafita, on a 8 tours 1, 8 tours 2, bon, sachant qu'on a un lieu aussi, donc techniquement on a un peu plus de tours 2, mais on n'a pas trop envie de jouer le lieu tant qu'on n'a pas de personnage. Donc c'est plutôt quelque chose qui va jouer au tour 3 ou 4. Ensuite on a Archimède qu'on a maximisé parce qu'il est insaisissable. Donc vous voyez la différence avec le deck. Au lieu d'avoir des x2, x3, x4 et plein de cartes différentes, on est passé sur des x4. C'est beaucoup plus solide. Pour ceux qui ont l'œil, j'ai 62 cartes et pas 60, je vous explique un peu plus tard, un peu plus bas dans la decklist. Donc on a Archimède pour jouer justement l'autre Archimède, qu'on met en x4 aussi. On a une mini de 4 pour 3 qui dit qu'à chaque fois que ce personnage est un de nos
où l'un pardon, de nos personnages Mickey Mouse défie un autre personnage, on gagne un point de lore, et du coup on a gagné le Mickey qui est 4-4 pour 4 tant qu'on a une mini, qui est lore pour 2 et qui peut aller taquiner un petit peu pour gagner justement pas mal de lore avec cette mini, donc c'est cool. On a rajouté des façons de battre nos adversaires avec Ratigan. Alors c'est une 1-5 pour 3, tant qu'il est endommagé, tant qu'il y a des dommages sur lui, il gagne plus de force et il leur pour 1, donc c'est une 3-4 dès qu'il est endommagé minimum. Mais pourquoi on le joue? Surtout pour pouvoir shifter ce Ratigan qu'on a mis en x4. Alors là actuellement il vaut 5$, je pense pas que c'est une carte très bien ce Ratigan, donc ça m'étonnerait vraiment que ça vaille 5$ pièce, à mon avis ça va vraiment baisser dans le temps. Ce Ratigan il s'altère pour 4, donc juste après celui-là, et il devient 5-5 évasif qui leur pour 3, donc énorme créature. Et en plus de ça, son autre effet, c'est que nos personnages qui ont au moins un dommage sur eux, ils ont plus 2 de force. Donc nos personnages qui vont résister à des dégâts comme Minnie, Ratigan, Mickey, Taffyta aussi je pense, plus notre late game, ça peut devenir des grosses bêtes. Mais surtout on joue ça pour avoir vite une 5-5 insaisissable qui leur pour 3 avec ce Ratigan, ça c'est pas mal. Bruni qui avait dans le deck de base je crois, ouais, on a mis pareil en x4, évasive, 2-2 pour 4 qui leur pour 2 et qui fait piocher une carte quand elle est bannie, c'est pas mal. Le roi de cœur qu'on a laissé en 2 exemplaires parce que ça leur pour 2 et ça permet de laisser une bête adverse engagée ad vitam aeternam potentiellement, s'il nous gère jamais le roi de cœur. Anna on en a mis une deuxième parce que c'est bien Anna, on n'a pas de quoi la shifter mais c'est pas grave, on va juste la jouer pour 7, engager tout le board et avec nos créatures on va aller challenger un peu, faire des trucs. Olaf on en a mis 2 du coup, pareil c'est un peu dur à caster mais dès qu'il y a 2 personnages en jeu c'est une 6-6 évasive qui leur pour 3 pour seulement 7, voire même moins si l'adversaire a engagé plus de trucs, c'est vraiment pas mal ce Olaf, donc j'en ai mis un deuxième. J'ai laissé les 2 Glimmer versus Glimmer et les 2 Finder Skippers. Voilà, grosso modo, le plan de jeu du deck, ça va être d'avoir un petit peu d'early game, de lorer un peu en early game. On voit, on a quand même les Maléfiques, les Taffyta, les Archimèdes qui sont insaisissables pour mettre des petits points. Ensuite, le mid game, on va essayer de shifter potentiellement Ratigan pour avoir une énorme bête très tôt dans la partie. Sinon, on va essayer de bouibouiter. On a les mini Mickey, un peu la combo. On peut shifter Taffyta au tour 2 aussi, qui est un tour 2 de plus si on a eu la petite Taffyta. On peut gagner un petit peu de l'or à distance avec Taffyta qu'on va mettre dans des lieux comme ça, paf, 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 faire gagner 2 points de l'or à distance sans forcément l'engager. On a plein de petites synergies, de petits trucs sympas dans ce deck à faire. Je pense que pour un deck préconstruit amélioré, vous vous amuserez beaucoup plus qu'avec celui de base qui pue un peu la défaite. Et du coup, vous disais-je pourquoi 62 cartes? Parce que suivant le prix de ces cartes-là, ces 3 rares, Anna, Olaf et Ratigan, je ne sais pas trop si des cartes vont valoir beaucoup de sous plus tard, mais vous allez enlever 2 de ces cartes suivant le prix qu'elles valent. Vous allez enlever soit 2 Anna, soit 2 Olaf, soit 2 Ratigan, suivant celle qui vaut le plus cher. Si vous pouvez quand même garder les 4 Ratigan, ça marche vraiment bien avec le petit. Donc je vous conseille plutôt d'enlever 2 Anna ou 2 Olaf. Honnêtement, les 2 cartes se valent, font pas la même chose, mais les 2 sont intéressantes. Je pense que si c'est le même prix, j'enlèverais plutôt 2 Anna. Je garderais plutôt 2 Olaf parce que c'est quand même une 6-6 évasive, quoi. C'est vraiment énorme. Mais je comprends si jamais Olaf vaut très cher parce que c'est joué, laissez plutôt les Anna, quoi. Surtout que vous en avez une de base dans le deck, donc il vous en faut qu'une seule. Ça coûtera pas trop cher normalement. Voilà, pour ça que j'avais 62 cartes. Donc je vous mets la decklist telle qu'elle en description, évidemment. Ensuite, on passe à l'Upgrade Hall. Alors là, pour le coup, on est parti sur l'autre thématique. Là, vous avez vu, j'ai pris plutôt la thématique un peu rouge de pouvoir agresser un peu bagarre. Bon, vite fait, hein, la thématique, elle est un peu mignonne, mais je me suis plutôt basé là-dessus. Et j'ai mis des cartes violettes décentes. Hein. De toute façon, j'avais que le chapitre 5. Là, par contre, je suis parti plutôt sur l'autre côté de l'autoroute, l'autre côté du deck, c'est-à-dire le côté engagé des créatures avec le violet. Et on s'est fait plaisir avec un Archimède plus puissant d'ailleurs dans cette version. Donc pour cet upgrade avec tous les chapitres, tous les sets, on a l'Archimède à 1. On n'a qu'un seul tour 1 qui est Archimède, mais c'est pas très grave, hein, ça va pas être le but de notre deck de jouer spécialement un tour 1 dès le tour 1. Et Archimède en fait il est de 2 pour 1, donc c'est ok. Et on peut le shifter du coup toujours avec celui-ci, mais au tour 3. Pas d'abord poser l'autre à 3, puis ensuite attendre et shifter dessus. Donc c'est bien meilleur cet Archimède, et ça vaut que dalle. Ensuite en tour 2 on a des Gastons, des gros combattants, des 4-2 pour 2 qui vont cogner l'adversaire, qui nous servent en fait d'anti-personnages au début. On a des Lefou qui vont, quand ils sont joués, choisir un personnage et le redresser. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Et c'est pas très grave qu'on puisse pas l'envoyer à l'aventure parce qu'en fait, on a des personnages qui ont un effet en s'engageant. Donc on pourra utiliser l'effet 2 fois dans le tour ou bien attaquer 2 fois, par exemple avec un Gaston qui va cogner. Et du coup,
tuer deux personnages dans le même tour grâce à le fou potentiellement. Lumière, c'est un 2-2 pour 2 qui dit que nos autres personnages ont plus 1 de force. On peut manquer un petit peu de patate sur certaines de nos créatures, donc ce lumière il est là pour combler ça. En plus c'est un tour 2 décent on va dire, pourquoi pas. Anna qui était du coup dans le deck de base qu'on avait enlevé et puis qu'on remet dans cette version là, parce qu'on va du coup shifter la grande Anna dessus. Quand on joue ce personnage, chaque adversaire choisit et engage un de ses personnages dégagés. Bon, c'est des stats assez faibles, mais c'est juste qu'on peut jouer du coup Anna au tour 4 grâce à celle-ci. Sinon on ne pourrait pas le faire, et ça c'est vraiment très fort d'avoir Anna au tour 4. On joue Elsa à 3, les deux versions. Celle non ancrable qui permet de choisir un personnage, de lui donner offensive plus 2 et charge pour le reste de ce tour, c'est très fort comme effet. Et l'autre qui permet simplement de l'engager pour engager un personnage adverse. Enfin de l'épuiser, pardon. C'est vrai que je dis souvent engagé parce que je viens de Magic, mais c'est épuisé. On joue la Anna à 4 en x2 pour shifter plus facilement la grande Anna aussi, même si c'est pas ouf. C'est une 2-4 qui leur pour 4, qui leur pour 2 pardon, et qui coûte 4. Si on a un personnage Elsa en jeu lorsqu'on le joue, on peut choisir un personnage adverse et ne faire qu'il ne se redresse pas au début de son prochain tour. Et avec la Elsa à 3, on la joue, ensuite on engage un personnage. Au tour 4, on joue Anna. Hop, il y a un personnage engagé et on a une Elsa, il se dégage pas. Ça fait une petite combo un peu sympa, donc je l'ai laissé. En plus, c'est ancrable, donc ça va quoi. Dolores Madrigal qui nous récompense d'engager les personnages adverses, puisque si un personnage est épuisé quand elle arrive en jeu, on pioche une carte, c'est bien. On a laissé les deux King of Hearts qui sont bien pour laisser les trucs du coup épuisés, laisser les personnages épuisés et justement profiter avec Dolores potentiellement de ça. On a Dingo qui est une 2-4 charge qui va nous faire gagner 2 éclats de l'or quand il défie, et qui va être intéressant justement pour aller taper ce qu'on a engagé avec nos autres personnages. Il n'est pas nécessaire ce dingo, si vous voulez mettre d'autres trucs vous pouvez, l'essentiel c'est d'avoir des bêtes charges en fait qui vont taper ce qu'on a engagé potentiellement, et avec lumière il a 3 de force, donc ça va trade quand même pas mal de personnages, c'est sympa. Archimède on l'a déjà dit, on a déjà parlé. Anna à 4, à 7 pardon, en 4 exemplaires, parce que là on maximise, voilà, on veut directement shifter, et on n'en a pas 4 dans l'autre version parce qu'on n'a pas de quoi shifter. Elsa, une légendaire, alors je me suis basé sur les prix que j'ai vus, elle était assez abordable et on se fait quand même plaisir parce qu'on a 2 Elsa à 3, donc on peut assez facilement altérer celle-ci dessus. C'est une carte très puissante qui est vraiment pas beaucoup jouée dans le méta actuel, donc son prix a beaucoup baissé. Si jamais vous voulez rester vraiment budget, ne jouez pas les Elsa, vous pouvez mettre un petit Olaf de plus typiquement et un petit Hypnotic Strength ou un petit Dingo de plus à la place de la Elsa. Ne soyez pas choqués si jamais le prix est trop élevé et que vous voulez l'enlever, c'est pas grave. Mais si vous pouvez vous le permettre ou que vous l'avez déjà, Elsa c'est quand même une bonne carte qui va dire que quand on joue ce personnage, on choisit 2 personnages, on les épuise et ils ne peuvent pas être redressés au début de leur prochain tour. Et c'est très bien qu'ils ne peuvent pas être redressés parce que ça va nous permettre le tour d'après de jouer notre Olaf plus facilement. Surtout si l'adversaire a engagé d'autres personnages à côté. Et du coup on est monté à 3 Olaf pour tuer en fait l'adversaire avec nos Olaf et nos Anna et potentiellement nos Elsa aussi. En sort, on a remis les Hypnotic Strength parce que pour le coup, comme on engage et qu'on a envie de bagarrer un peu les cartes, ça marche très bien. Un personnage choisi a Challenger plus 2 ce tour-ci, on pioche une carte, ça se remplace. Ça marche très bien avec le dingo qui va challenger des trucs, faire gagner 2 de l'or et tout, c'est cool. On joue 4 bagarres parce que ça gère des trucs en early game qui pourraient nous enquiquiner un petit peu, ou alors qui sont juste un peu puissants, voilà. Vous pouvez mettre aussi un peu de feuille de dragon si vous voulez, mais c'est non ancrable pour faire gaffe. Et mes amis de l'au-delà, ça coûte que dalle, c'est violet, c'est super fort. On en met, en plus qu'on a beaucoup de chanteurs à 3 dans le pack. Voilà pour l'upgrade de ce deck-là. Voilà, il dit 32$, mais clairement, ça n'a pas trop de sens dans ce deck-là, même si, effectivement, il vaut pas grand-chose. Hein. J'ai fait attention à prendre des rares qui étaient très peu joués quand je mettais des rares, et on s'est fait plaisir avec une petite légendaire histoire de quoi. On passe maintenant au deuxième deck préconstruit, donc ça c'est la decklist de base, qui est un vert gris du coup, vert gris avec du gris qui fait on sait pas quoi. Le gris il est là pour faire joli un peu, et par contre le vert a une thématique, blesser les personnages adverses, et s'en servir d'une certaine façon avec une sous-thématique un peu hyène. Donc là pour le coup il y a un truc à faire. En tour 1, on a des rudis et des petits gens. Bon, ça, c'est juste histoire d'avoir des tours 1. En tour 2, on a Banzai qui va nous permettre, quand on la joue, d'engager un personnage adverse qui a des dommages sur lui. Un Robin qui, quand on le joue, si un personnage adverse a des dommages sur lui, nous fait gagner un lore. Un Arthur qui sert à rien. Un Kronk qui sert pas à grand chose, même s'il a Challenger plus 1. Un Sleepy qui est bodyguard, pareil, on ne sait pas à quoi il sert. Un Ed qui inflige 2 blessures à un personnage endommagé adverse, ça c'est pas mal.
même s'il est non ancrable, un Shenzi qui va taper très fort les personnages déjà blessés, et au pire il est évasif donc c'est cool, un Pit qui c'est très bien, c'est une carte super bien, alors là pour le coup elle est affichée pareil à 3$, vous y fiez pas trop, c'est une unco, et vous en avez déjà 2 dans le deck, donc en pire si vous en faut plus, dans mes autres decklists j'en ai mis plus, ça va baisser parce qu'une unco qui est disponible dans les decks préconstruits, ça ne peut pas valoir 3$ pièce, voilà, rassurez-vous. Très très bien ce Pit, hein, quand on joue, un adversaire ne peut pas jouer d'action jusqu'au début du prochain tour, ça vous fait gagner un tour, c'est trop bien. Simba 2-4 pour 3 pardon, qui fait piocher une carte quand on bannit un personnage avec lui. Entre les deux, pour le coup, ce deck je le trouve plutôt meilleur hein, que l'autre pack, même si l'autre pack a des cartes de late game peut-être un peu violentes. En général, si vous les améliorez pas, celui-ci aura quand même plus souvent l'avantage à mon avis. Ed, qui est une 2-4 qui leur pour 3 pour 4, qui dit que ce personnage ne peut pas être défié par le personnage ayant au moins un dommage sur eux, donc c'est assez facile de le garder en vie. Si vous avez de quoi blesser les personnages adverses évidemment. Scar en x1 qui est une 4-2, alors pareil il vaut 5$, mais ça vaut pas du tout 5$, hein, qui est une 4-2 pour 4 hors d'atteinte, donc on ne peut pas le cibler hormis pour un défi, qui leur pour 1, et à chaque fois que l'un de vos personnages défie un personnage ayant moins de dommage sur lui, vous pouvez piocher une carte. C'est notre moteur de pioche, ça c'est cool. Ulf, une carte qui est pas très bonne, hein, c'est une 4 pour 4 qui leur pour 2, enfin les stats sont intéressantes, hein, mais il ne peut pas chanter, donc c'est dommage. Le Royal Guard, mon dieu, Disney, pourquoi vous faites ça? Ravensburger, une 1-7 pour 4, déjà vous l'avez édité, je comprends pas pourquoi, et en plus de ça, ça n'a aucun type, ça n'a pas de texte, vous le mettez en x3 dans les précos, c'est terrible. C'est terrible, vous allez voir ce que je fais moi avec juste le chapitre 5, franchement, il y avait beaucoup mieux que Royal Guard, hein. Bon bref, c'était vraiment nul. Isma, pendant notre tour, donc c'est une horreur à 2 qui coûte 4. Pendant notre tour, quand un de nos personnages en bannit un autre dans un challenge, on peut infliger une blessure à un personnage choisi. Donc on peut tuer ou finir des petits personnages ou simplement les blesser pour utiliser des capacités de nos autres persos. Robin Hood qui se shift pour 3, qui coûte 5 normalement, il est 3-5, il leur pour 1, et il gagne plus $1 pour chaque personnage adverse qui est endommagé. Donc ça c'est pas mal aussi ce petit Robin, vous allez voir qu'on va monter les ratios après. Shenzi, c'est la thématique yen, ce personnage a plus 1 de force pour chaque autre yen que vous avez en jeu, et quand une de vos yens change un personnage blessé, vous gagnez 2 de l'or. Et ça c'est énorme, gagner 2 de l'or quand vous challengez un personnage. En plus que les stats sont très décentes. Il est pas mal ce Shenzi. Zazu c'est une bête évasive, Ei c'est une bête rempart, Simba ça se chiffre sur l'autre Simba qu'on a, c'est une 3-5 qui dit que quand on joue ce personnage on peut bannir un item ou un lieu. Pourquoi pas, c'est vraiment pas dégueu hein, que ce soit de base dans le deck, mais nous on s'en passera. Kronk 6-6 pour 7 qui dit que quand un personnage bannit un autre personnage via un défi pendant notre tour, on peut jouer gratuitement un personnage qui coûte 5 ou moins. Ça on va juste payer les personnages quoi, hein, c'est nul ce Kronk. Et Robin des Bois qui est une bonne carte, 6-6 pour 9 qui coûte un de moins pour chaque dommage sur les personnages adverses, donc il y en a forcément pas mal des dommages quand vous jouez ce deck là normalement, il est 6-6 qui leur porte 4 et il est hors d'atteinte. Ensuite on a les actions, les chansons et les lieux, on a 2 foot fight qui nous permettent de donner à tous nos personnages, on engage, on paye 1, on met un dommage où on veut à un personnage. L'hypnotique déduction qui permet de piocher 3 puis d'en remettre 2 au-dessus de notre deck pour 2. Ça qui fait piocher une carte et qui donne Reckless à un personnage pour 3. Ça qui est une très bonne carte dans le pack, ça va mettre un dommage à à chaque personnage adverse qui n'a pas insaisissable, ou 3 dommages à chaque personnage adverse qui a insaisissable. Donc généralement vous allez tuer tous les trucs insaisissables ou mettre 1 à tout. C'est pas mal. When Will My Life Begin aussi, une chanson à 3 qui fait piocher une carte et qui dit qu'un personnage ne peut pas challenger durant son prochain tour. Je comprends pas trop l'intérêt, je trouve ça pas très bon. Et un lieu, la forêt tropicale, les personnages adverses ayant au moins un dommage sur eux gagnent combattant, ils sont obligés de défier vos personnages, ils ne peuvent pas partir à l'aventure. C'est pas naze comme lieu, mais j'ai pas trouvé ça très très bon. Ma première proposition, seulement avec le chapitre 5, regardez les tours 1 comme ils sont mieux. On a Mickey Mouse, il est 1-2 pour 1 et il résiste 1, donc ça veut dire qu'il va pouvoir aller facilement taper les personnages adverses en survivant pour les blesser, et c'est tout ce qu'on veut. Clarabelle, c'est une 1-2 pour 1, elle, pareil, elle est là pour aller donner un petit point de dégâts dans un personnage, mourir c'est pas trop grave, ou alors elle a gagné un petit point de lore entre temps, c'est cool, et ça vous a permis du coup d'avoir un personnage blessé en face pour avoir vos autres effets, mais au-delà de ça, quand on la joue pour 3, donc on la joue pour 1 plus 2, on peut bannir des items. Donc c'est une carte qui est un tour 1 et un tour 3. Donc ça c'est vachement bien. Ensuite on a Banzai qui est une 3-2 pour 2 non ancrables
qui, l'or pour 2, c'est des bonnes stats et c'est une hyène, c'est pour ça qu'on la joue, hein, sinon on ne jouerait pas cette carte. On a une autre Banzai pour 2, c'est une 2-2, voilà, qu'il y avait dans le deck de base, on en met 4. Robin, on en met 4. Ed, on en met 4. Shenzi, on en met 4. Pete, on en met 4. Donc là, vous voyez, si vous achetez 2 fois ce deck, là, vous avez déjà une grosse partie qui est complétée juste en mettant les x2 que vous aviez dans le deck de base en 4 exemplaires, ou les x3 en 4 exemplaires. Je vous conseille quand même d'acheter plutôt les cartes à l'unité, ça reviendra moins cher, mais voilà, vous pouvez faire ça si vous avez la flemme. Ed, qu'on a mis qu'en x3 parce qu'il est non ancrable, et le deck on montait beaucoup montait assez facilement non ancrable très haut. On a Scar qu'on a mis en 4 exemplaires, pareil, ne vous fiez pas, ça ne faut pas 5 $. Hein. Le deck vaut même pas 20 € en tout, donc si ça vaut 5 $, enfin ça n'a aucun sens. 4 Stitch pardon, qui coûtent 4, non ancrables, qui sont 1-4. Quand ça arrive en jeu, on choisit un personnage, on affiche double hommage. Et oui, c'est très bien. Ça permet à distance de blesser les personnages, soit pour les tuer, soit pour trigger du coup nos autres personnages, nos autres capacités. Robin qu'on a mis évidemment en x4, Shenzi en x4, et le grand Robin qu'on a mis qu'en x2 parce qu'il coûte quand même 9. Il y a des fois où vous pouvez pas trop blesser les personnages adverses et vous n'avez pas envie d'être bloqué avec ce Robin. Tir à la corde, on est passé à 3. Je crois qu'il y en avait 2 de base dans le deck. Il n'y en avait qu'un de base, on est passé à 3. Et comme autre gestion, j'ai mis Pour les hommes comme une chanson, enfin qui est une chanson, pardon, qui pour 4, donc vous pouvez la chanter évidemment. Vous choisissez un personnage, un objet ou un lieu, vous le mélangez dans la pioche de son propriétaire, et ce jeu pioche 2 cartes. Donc vous pouvez le faire sur vos petits personnages quand ils ont fait leur taf, leur besogne, genre le Mickey, un Banzai, un Robin éventuellement. Et ensuite, vous le remélangez et vous piochez, vous, 2 cartes. Si vous l'avez chanté, en plus, c'est encore mieux. Hein. Vous avez beaucoup de personnages à 4. Les Ed, les Scar et les Stitch. Et les Robins qui s'altèrent en plus, donc c'est assez facile de chanter. Et sinon, bah, vous le faites sur n'importe quoi de votre adversaire qui est vraiment relou. Vous lui faites piocher 2, mais c'est pas trop grave. En vrai, c'est tellement fort de pouvoir gérer tout, surtout en vert, qu'on prend avec grand plaisir. Voilà, on a pu faire un deck quand même assez sympa avec ce chapitre 5 qui se tient, qui a un plan de jeu yen, donc on va un peu mulligan pour avoir des yens et surtout nos Shenzi. Vous pouvez aussi faire un Oups Robin au tour 3 avec Robin tour 2, Robin tour 3 qui est quand même une grosse bête. Puis derrière vous pouvez blesser des trucs avec Stitch, vous gagnez pas mal de l'or. Vous pouvez jouer très vite ce grand Robin des Bois. Il coûte quand même 1 de moins pour chaque dommage sur les personnages adverses. Donc les Stitch, ça vous permet de réduire de 2 le coût des Robins des Bois, c'est vraiment fort. Tir à la corde qui va mettre 1 dégât à plein de trucs, c'est vraiment pas mal. On peut manquer un peu de façon de mettre des dégâts à distance si l'adversaire il n'engage pas trop ses bêtes, mais au global, voilà, le deck a une thématique et s'y tient plutôt bien. Attention les yeux, pour garder cette thématique un peu yen, un peu bagarre de dommages, on passe à l'upgrade avec tout. Et là, pour le coup, le deck, j'aurais pu y aller encore plus à fond même, pour mettre moins de cartes, enfin en mettant moins de cartes du chapitre 5 et tout, mais j'avais peur de partir un petit peu loin de la thématique et surtout du fait d'améliorer un deck préconstruit. Hein. Si jamais je change trop de cartes, bah, il n'est pas amélioré, vous achetez juste un autre deck. Donc on a conservé dans cette version upgrade la thématique yen, hein. Donc ça on n'a pas touché, on a enlevé peut-être des petites yens par-ci par-là, mais grosso modo ça reste un deck très semblable. Nos tours 2 c'est des Robins. Bon, on a aussi Banzai, hein, mais on a surtout ces Robins-là. Celui-là, on le connaît, et celui-là, pour 2 non ancrables, c'est une 1-3. Quand on l'engage, on choisit un personnage, on lui inflige un dommage. Et c'est très bien. C'est très bien de faire ça, parce que ça va nous permettre de trigger facilement nos cartes qui bénéficient d'avoir des personnages blessés en face. Ces Robins, pardon, du coup, on peut les altérer avec le grand Robin. Vous pouvez mettre le Robin 1 si vous voulez à la place de Clarabelle ou de Mickey. Je ne l'ai pas fait pour garder un peu des cartes du chapitre 5, mais si vous voulez maximiser les chances de faire votre Robin shifté tour 3, vous pouvez rajouter les 4 Robins 1 qui sont 2-2 pour 1 en gris. Ça me choque pas à la place de Clarabelle ou de Mickey, ils sont pas indispensables, c'est juste que les cartes sont un peu sympas. Pour tout ça, vous voyez, on n'a pas changé. Par contre, les Stitch, ça dégage parce qu'on a des meilleures cartes. On a Hans qui est ancrable pour 4, qui est un bon loreur et qui inflige une blessure où on veut quand on l'envoie à l'aventure. Donc il va le faire, j'espère, plusieurs fois par game. Et la bête qui est une 3-4 pour 4 avec des stats honnêtes et qui inflige un dommage dès qu'elle arrive en jeu. Donc on peut potentiellement s'en servir tout de suite. On a viré les gros Robins. C'est un choix pour faire de la place, honnêtement, si vous voulez vraiment jouer les gros Robins comme ça, vous pouvez les mettre dans ce deck-là, évidemment. Les Robins, donc à 5, on les touche pas, les Shenzi non plus. J'ai mis comme carte de late game pour gagner la game, finalement, les Simba. Pour 7, on a une 5-7, je peux vous zoomer sur la carte, qui leur pour 2. À chaque fois qu'on joue ce personnage ou qu'il en bannit un autre via un défi, on peut choisir un des 2 effets, soit on pioche 2 puis on défausse 2. Ça nous permet de faire un petit peu de
de quality advantage, mais pas de carte advantage, puisqu'on pioche 2, on défausse 2, donc on a autant de cartes en main qu'à la base, mais on a eu le choix de garder des cartes parmi plus de cartes, donc c'est plus fort. Et on peut aussi choisir un personnage et lui infliger 2 dommages. Ça marche très bien dans la stratégie du pack, c'est une grosse carte, c'est très dur de s'en défaire, c'est bien. Pour les sorts, pour les actions, les chansons, on prend des trucs qui font des dégâts, hein, tout simplement. On joue 2 baboum, on peut jouer allumer les mèches, mais encore une fois, il y a beaucoup de cartes non ancrables, on est déjà à 13, j'ai pas voulu surcharger. On joue 2 baboum qui peuvent mettre 2 dégâts au lieu ou aux personnages qui sont ancrables. On joue 3 perdus dans l'hiver, qui pour le coup sont non ancrables, mais c'est trop bien, hein, ça fait 2 dommages, c'est une chanson, ça fait piocher une carte, c'est délicieux. Et on joue également 2 tuons la bête, ça cote un petit peu, normalement ça vaut pas grand chose non plus, surtout que le chapitre 1 a été réédité là, les rééditions arrivent bientôt, donc le prix devrait, enfin les rééditions continuent d'arriver, je crois qu'elles sont déjà arrivées, donc le prix devrait continuer de baisser, ne devrait pas exploser, mais si jamais c'est trop cher, vous pouvez l'enlever, vous mettez un baboum et un perdu dans l'hiver de plus, ça marche bien aussi quoi. Mais tuons la bête, c'est vrai que comme on peut assez facilement jouer Robin tour 3, chanter avec Robin, ça peut clean le board ou en tout cas blesser une grosse partie du board et faire des chocs à pic quoi. Si jamais vous voulez mettre le gros Robin, pour le coup, je sais pas si on enlève les Simba, on a plutôt envie d'enlever, regardez, on va regarder la courbe, où est-ce que je peux voir ah bah elle est à droite là, vous la voyez, pas très bien. La courbe à 2 et à 3 est un petit peu chargée, voire même à 5. Donc si jamais vous voulez enlever des trucs pour mettre les gros Robins, vous allez plutôt enlever des trucs à 5. Robin et Shenzi, j'ai pas trop envie d'en cut. Pour le coup, ça fait partie de la mécanique du deck. Ça me choque pas d'enlever genre 2 bêtes à 4. Un peu de place, ou peut-être 2 pits éventuellement, puisque la carte c'est juste une bonne carte, mais ça n'a pas trop d'importance dans le pack, donc voilà, pour mettre les gros Robins si vous le souhaitez. Voilà pour toutes les upgrades de ces decks préconstruits. J'espère que ça vous a plu, les deux formules. J'essaierai de vous faire ça, ou Valve vous fera ça, je ne sais pas, dans chaque extension, hein, de prendre le deck de base, de vous dire un peu ce qu'on en pense, puis l'améliorer qu'avec le chapitre en cours et l'améliorer avec tous les chapitres. Peut-être que l'amélioration avec le chapitre en cours, c'est ce qui vous intéresse le plus, parce que si vous prenez les 2 decks plus quelques displays, ça vous permet de voir un peu comment améliorer vos packs juste avec les cartes que vous allez ouvrir. Et ça, c'est pour ceux qui jouent depuis déjà un moment, mais ceux qui jouent depuis un moment, qui ont déjà les cartes pour modifier le deck, vous avez peut-être pas envie de faire ça. Donc je comprendrais très bien que vous passiez votre chemin là-dessus, quoi. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à recommander la vidéo à vos collègues qui se mettraient au jeu pour avoir des petits decks préconstruits et commencer à s'amuser. Le moins cher, si vous voulez vous mettre à faire des tournois, à jouer compétitif, rentrer dans le dur directement, c'est toujours d'acheter un deck à l'unité. Vous regardez le deck que vous voulez jouer qui est compétitif, vous l'achetez. Certes, ça fait un certain billet, hein, c'est entre 200, je pense, et 600, 700 pour les decks les plus coûteux. Bon, ils sont rares en général, la moyenne c'est plutôt 350, 400 pour un deck compétitif Lorcana. Vous allez dire, ouais, c'est une somme, c'est énorme. Sauf qu'en fait, si vous achetez un deck préconstruit, vous achetez une petite carte pour l'améliorer, vous payez les petits frais de port. En fait, si vous faites ça, en fait, vous achetez 20 balles à peu près votre deck, plus les upgrades, on va dire, vous faites d'abord celle-ci. Donc ça vous a coûté genre 10-15 € de plus maximum. Plus vous passez à cette upgrade là, parce que c'est mieux, hop, vous rajoutez un petit billet de 20-30 balles. En fait, vous êtes déjà au cumulé à entre 60 et 80 € de dépensés pour un deck qui vraiment fera pas grand chose en compte tournoi, pour pas dire rien du tout. C'est vraiment des decks, des bases de deck pour commencer à jouer et faire des trucs cool de façon carrée, un peu répétitive, mais ça n'ira pas au bout d'un tournoi, ça n'ira pas peut-être même au bout d'une game de tournoi. Donc il y a des cartes quand même fortes, hein. Attention, je vous propose pas des decks nuls, mais c'est pas du tout fait pour ça. Donc gardez ça en tête si jamais vous voulez crafter et acheter ces decks là. Du coup, acheter directement, c'était le but de mon propos, un deck compétitif cher. Si c'est ce que vous voulez faire, c'est beaucoup plus rentable. Surtout si vous prenez un deck qui va passer plusieurs méta différentes en étant plus ou moins fort, mais genre vous n'aurez pas besoin de racheter complètement un deck. Et dans ce cas-là, ce sera toujours mieux investi que d'acheter un deck, puis un autre, jusqu'à s'apercevoir qu'au final, tous vos decks que vous avez payés entre 20 et 50 € pièce, si vous les avez mis bout à bout, vous auriez un deck compétitif depuis le début peut-être pour rosser en tournoi et ainsi gagner des lots, et avec les lots on achète d'autres cartes, hop, et ça snowball. Bref, fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValPL Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.